UNCS, TMC Group, le RUSP, Beyond et Client Centric Vision. RFM Midi. RFM Journal. Barthélémy Ngom. À la une, Assemblée nationale, les 11 membres de la commission ad hoc officiellement installés, 9 pour PASTEF, 1 pour Takoualou et un non inscrit. Les travaux en vue de la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom vont se poursuivre. La conférence des présidents va se réunir pour fixer l'ordre du jour et le calendrier des travaux. L'affaire Farba Ngom, justement, forte mobilisation des forces de l'ordre à Matam et dans les Agnam. Le président du conseil départemental de Matam dénonce un acharnement contre le député maire et appelle à la résistance. Le pool des avocats qui s'est constitué pour la défense de Farba Ngom donne une conférence de presse cet après-midi. Les dossiers judiciaires, comme vous l'avez constaté, occupent les débats publics. Partout on en parle. Alors question, comment faire pour que notre économie ne soit pas noyée par ces affaires judiciaires? Avis d'experts sur la question dans ce journal. Cette fronde qui se dessine au CNP, le Conseil national du patronat des jeunes se sont levés pour pousser les anciens vers la sortie. En clair, une alternance générationnelle. Il faut, disent-ils, savoir passer le flambeau. Le grand journal à suivre les actualités internationales, le sport et la revue de la presse. Au lendemain de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, débat sur l'indépendance de la justice dans la rubrique Point de vue. Rendez-vous en fin de journal avec nos deux intervenants. Barthélémy Ngom. Abdou Kaderlo, Abdoul Khadr est à la technique. Bienvenue. L'Assemblée nationale, les 11 membres de la commission ad hoc ont été officiellement installés ce matin. 9 pour le parti PASTEF. Il s'agit de Mohamed Aïb Dafé, Abdoulaye Tal, Mben Faye, Yungar John, Amidja, Ansoumana Sarr, Anta Diak, Alioune Ndaw et Fatoumata Ba. Ce sont donc les 9 membres de PASTEF. 1 pour Takoualou, il s'agit du député Djimo Souaré, et 1 pour les non-inscrits en la personne de Cheikh Ahmed Tidjane Youm. Les travaux en vue de la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom vont donc se poursuivre. Là-dessus, nous écoutons Maître Aïssata Tall Sall, la présidente du groupe parlementaire Takoualou. Nous venons de procéder par cette plénière à la mise en place de la commission ad hoc qui sera chargée d'examiner la demande de levée d'immunité parlementaire de notre collègue Mohamedou Ngom dit Farba. C'est ça la procédure. Et vous avez constaté d'ailleurs que ça a été une plénière sans débat. Parce qu'aujourd'hui, il était juste question pour l'Assemblée nationale de ratifier la proposition de mise en place de cette commission. Maintenant, cette commission, elle va être chargée d'instruire le dossier. Et c'est pour cela que nous sommes représentés, nous, en tant que groupe Takoualou, mais également les non-inscrits, nous sommes représentés dans cette commission, au prorata de notre représentativité dans l'hémicycle. Cette commission fera son travail, on sera présent, on objectera quand il faudra objecter, on sera contre quand il s'agira d'être contre, et puis on examinera les arguments qui nous sont présentés par le parquet de la République du pool financier pour charger Farba Ngom. Et quand cette commission aura fini son travail, on reviendra maintenant à l'autre plénière qui, elle, va dire si oui ou non elle accepte de lever l'immunité parlementaire de notre collègue. Et à ce moment-là, il y aura un débat et vous nous entendrez sur cette main levée de l'immunité parlementaire. Maître Aïssata Tall Sall, la présidente du groupe parlementaire Takoualou. Je rappelle que les travaux vont donc se poursuivre. La conférence des présidents va se réunir pour fixer l'ordre du jour et le calendrier des travaux. Notez également que les avocats qui se sont constitués pour la défense du député Farba Ngom donnent une conférence de presse cet après-midi. Du côté de Matam, c'est le président du conseil départemental qui donne de la voix pour dénoncer un acharnement contre le maire des Agnam, Farba Ngom. Amadou Djibril Diallo déclare qu'ils vont résister face au régime actuel. Il est au téléphone avec Eladji Ndiogoudiène. C'est purement politique et vraiment nous quand même les responsables politiques de Matam nous sommes contre et nous ferons face vraiment à ces agissements-là. On va faire face comme c'est politique, on va faire face sur le plan politique. En tout cas, on va faire face sur le plan politique et on va se dresser contre vraiment quand même ces agissements qui sont contraires vraiment quand même à la morale politique de notre pays. Farba Ngom, il a toujours dit et il a jamais caché qu'il est dans l'immobilier, qu'il est courtier
il achète des terrains, il revend. C'est un homme d'affaires. Bon, donc il a des transactions vraiment qu'il fait avec d'autres. Donc vraiment, quand même, il l'a toujours dit. Tout ce qu'il a eu, c'est par rapport à ça. Maintenant, peut-être que ces affaires ont fleuri par rapport dans son cadre. Ces affaires ont fleuri au point de générer 125 milliards de francs CFA. Non, ça c'est votre appréciation. Mais dans tous les cas, je crois que quand quelqu'un travaille, c'est normal vraiment qu'il gagne. Bon, il a eu de l'argent, mais c'est normal. C'est pas parce qu'il a de l'argent que les gens pensent que cet argent-là, c'est de l'argent illicite ou bien, comme on l'a dit. Par exemple, on parle de réduction de comptes. Réduction de comptes, c'est les gens à qui on a confié des comptes qu'on fait la réduction, mais quand même, quelqu'un qui travaille. Il y a beaucoup de Farba Ngom dans ce pays-là. Parce que lui, comme sur le plan politique, il est leur adversaire, et maintenant, voilà, il faut carrément lui créer des problèmes. Amadou Djibril Diallo, le président du conseil départemental de Matam, l'affaire Farba Ngom toujours, forte présence des FDS, les forces de défense et de sécurité dans la région de Matam et dans les Agnam, à Liban-el-Niang. La situation est bien très calme. En tout cas, depuis ce matin, les populations de la région de Matam vaquent librement à leurs occupations. À Agnam, ville dont Farba Ngom en est le maire, le sujet quand même occupe toujours l'actualité. Des vives tensions via surtout les réseaux sociaux où des débats houleux divisent les partisans et les opposants du maire des Agnam. En tout cas, depuis hier, cette manifestation qui avait été programmée par ses souteneurs a été vite reportée quand l'autorité leur a rappelé qu'aucune déclaration de manifester n'a été déposée sur la table du sous-préfet des Agnam. Ce que les organisateurs ont juste respecté en reportant donc cette manifestation prévue dans les jours qui viennent. Seulement, le constat aujourd'hui, dans la matinée, c'est cette forte présence policière au niveau de la ville de Matam. Les éléments du groupement mobile d'intervention de la police sont bien présents dans la région, dans la capitale régionale de Matam, pour qui veille au grain. Mais il faut dire, en tout cas au programme, nous sommes au courant d'aucune sorte de manifestation, en tout cas programmée dans les heures qui viennent dans la région, plus précisément ici à partir de la ville de Matam. À Ourossogui également, nous venons de faire un tour, aucune manifestation, seulement qu'il faut seulement retenir que le sujet est au centre de l'actualité. Toutes les personnes ne parlent que de ça et donc, comme je l'ai dit tantôt, via les réseaux sociaux, la récente sortie de Farba Ngom hier en conférence de presse occupe l'actualité et chacun y va de son propre commentaire. Ali Bandel-Niang, donc l'affaire Farba Ngom qui occupe les débats dans la région de Matam. La levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, justement avec l'opposition qui estime que le Premier ministre ne fait qu'exécuter sa menace. L'opposition dit être en phase avec la reddition des comptes, mais dénonce par ailleurs un acharnement sur les proches de Macky Sall. Salimata Aou. Sur une vidéo postée sur sa page Facebook, Thierno Bokoum trouve dommage la manière de faire du gouvernement par rapport à la reddition des comptes. Ce que le leader de Agir trouve déplorable, c'est l'attitude du Premier ministre Ousmane Sonko. lu ñu leeragul kay mooy ndax ñeneen ña dinañ leen bàyyi ou pas loolu mu ngi suñu kanam mais ciblé am na par parloo am na fii ñu toll. su premier ministre taxawee ne ONAS amul benn scandale. justice mu mel nii mbirum ONAS waxutu fi. te mbir moomu mu doon ay accusations yu doy waar yoo xam ne wax nañ ko muy alalu askan bi ñu war ko leeral parce que nag ñun duñu accuser kenn. La commission ad hoc est mise en place. Les choses semblent s'accélérer pour le député maire des Agnam. Zahra Iyane Thiam dit oui pour la reddition des comptes, mais il ne faut pas par contre se figer sur les partisans de l'ancien régime. Mais non pour un règlement de compte et non à l'instrumentalisation de la justice. Et donc, pour le cas précis de Farba Ngom, je pense qu'il n'y a rien de surprenant. Le Premier ministre avait annoncé qu'il lui réglerait son compte. Et tout ce qui lui arrive, il l'avait déjà indiqué. Cependant, ce qui est curieux et qui confirme que ça a l'air d'être un règlement de compte, c'est que l'honorable Farba Ngom n'a jamais été ordonnateur ni exécuté des budgets des deniers publics. L'opposition se dit prête à une résistance. Elle précise aussi qu'elle a confiance en la justice, mais les menaces d'Ousmane Sonko ne laissent présager rien de bon. Salimata Aou, la reddition des comptes partout, on en parle au point que les affaires judiciaires occupent maintenant une bonne partie des débats sur l'espace public. Comment faire pour que notre économie ne soit pas noyée par ces dossiers judiciaires? Mohamed Ali Mouba a posé la question à des économistes.
La justice doit poursuivre son agenda, mais attention, la quiétude est nécessaire pour qu'une économie fonctionne. Professeur Ahmed Ndiaye, enseignant-chercheur en économie à la FASEG. Ça perturbe déjà les activités. Les gens ne peuvent pas aller travailler comme ils veulent. Les gens ne peuvent pas mener les activités comme ils veulent. Et les gens ont peur d'investir. Donc il faut éviter le scénario de 2021-2024. Il faut que les affaires judiciaires restent des affaires purement judiciaires, qu'on laisse la justice faire son travail et le plus efficacement possible. Depuis quelque temps, l'affaire Farbangom occupe les médias. La reddition des comptes de manière générale, la politisation des dossiers doit être évitée pour ne pas nuire à l'investissement. Il faut que l'exécutif aussi continue à régler son agenda économique, ne même pas parler de ces affaires-là. Je crois que le gouvernement doit s'abstenir le maximum possible de parler de ces affaires-là. Les ministres, etc., disent il faut qu'ils aient l'habitude de dire, quand ils sont interpellés, que c'est une affaire pendante devant la justice, je ne peux rien dire. Et si l'exécutif s'en tient à ça, et que aussi on a l'opposition aussi reste responsable, laisse la justice faire son travail, on n'a pas de problème. Il faut que chacun soit responsable. Mais trop de contentieux en cours nuit gravement au climat des affaires. Les investisseurs n'aiment pas trop de juridisme, même si la demande de transparence est souhaitée dans le cadre de la bonne gouvernance. Seydina Omar Sey, enseignant, chercheur à la FASEG. Parfois, je pense bien qu'on peut faire la reddition des comptes, mais l'approche doit être pédagogique à telle enseigne que cela ne pollue pas l'atmosphère tout simplement du climat des affaires en termes d'investissement. On ne doit pas faire fuir tout simplement les investisseurs parce qu'il y a trop de contentieux, parce qu'il y a trop, par exemple, de tout ce qui est un peu de droit, de juridique, si vous voulez. Mais d'un autre côté également, les études ont montré tout simplement l'argent ou bien les détournements d'objectifs, la corruption, tout simplement. Vraiment, ça fait vraiment froid au dos côté économie, donc ça nous fait perdre des points de croissance. La reddition des comptes par l'approche pédagogique, le signal doit être fort, mais à condition que la politique ne prenne pas le pas sur le droit, formule Seydina Omar Sey. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Je vous l'annonçais, cette fronde qui se dessine au CNP, Conseil national du patronat des jeunes, se sont levés pour pousser les anciens vers la sortie. En clair, une alternance générationnelle. Il faut, disent-ils, savoir passer le témoin car ils estiment que des personnes donc qui ont dîné à la même table que Léopold Sédar Senghor ne doivent pas aujourd'hui se retrouver à la même table, Bassirou Diomaye Faye. Nafissatou Sila. Le secteur privé doit bouger, être plus dynamique et fort, et cela par une alternance générationnelle. Birane Yayawan, défenseur du secteur privé, en est convaincu. Il est le président du Conseil national des dirigeants d'entreprises du Sénégal. Ils ne savent même plus, à l'heure des nouvelles technologies, à l'heure de la ZLECAF, à l'heure de tous ces enjeux liés à cette mondialisation, où nous sommes dans une quand même compétition qui ne dit pas son nom, nous avons des gens qui sont dépassés, qui ne sentent même pas que le sol est en train de se dérober sous leurs pieds. Mais qui est le principal perdant? C'est l'État qui va perdre après tout. Nous, on est là, on observe. Moi, je n'ai même plus la force de me battre par rapport à ça, parce que je l'ai crié sous tous les toits. Le dossier, par exemple, de la Chambre, quand je l'ai plaidé en 2010, et nous sommes en 2025, ça fait 15 ans, et ces mêmes gens sont encore là-bas. L'Union nationale des patrons d'entreprises du Sénégal est tout aussi catégorique. Il faut un grand changement, surtout en 2025, même si, Magaye Badiane voue beaucoup de respect à la vieille génération. Mais je suis pour l'alternance générationnelle, parce que partout dans le monde, c'est comme ça marche, ça change, c'est obligé, c'est une obligation. On peut pas avoir des chefs d'entreprise qui sont depuis Senghor, Diouf, Wade et Macky Sall, et après on se retrouve avec le président Diomaye. C'est pas quelque chose vraiment pour la réputation de notre pays, c'est quelque chose vraiment à revoir, quoi. On n'a rien contre, mais le monde avance, quoi. Dans tous les pays, même si on regarde les pays occidentaux, la jeunesse est favorisée. Ils peuvent être là, mais en accompagnant les jeunes. Il faut, pour nos acteurs du secteur privé, plus d'engagement de tout un chacun, mais surtout de l'État qui doit les appuyer. C'est maintenant les autorités étatiques de faire le bilan du patronat. Et en ce moment-là, quand on a toutes les informations, et voyez les jeunes qui partent, l'immigration irrégulière, nous tous, nous sommes conscients de ça. C'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Vous écrivez des correspondances, on ne vous répond pas. Vous faites des propositions mirobolantes, on ne vous accompagne pas. Le partenariat public-privé, à la limite, l'État ne connaît même pas le partenariat public-privé. Parce qu'il y a de ces niches d'emploi, de création d'emplois, mais qu'on n'arrive même plus à compter du bout des doigts.
Mais faute d'accompagnement, faute de pouvoir nouer un partenariat win-win, moi, je suis dans le désarroi, je ne comprends pas. Au final, le plus important reste de dynamiser le secteur car il y va de l'économie du Sénégal qui doit être boostée avec des visions jeunes et sûres, surtout avec ces nouvelles autorités. Et nous parlons à présent de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le directeur général de la Sonacos en tournée dans le Fouladou. Il se réjouit du rythme de collecte des graines au niveau du centre de réception intermédiaire de la Sonacos. Voici ce que Eladj Ndan Diagne a dit à Abdoulaye Diallo, notre correspondant dans le Fouladou. Aujourd'hui, nous sommes là au niveau de la Sonacos Kolda, ou bien le centre de réception intermédiaire de Kolda. Avec notre équipe, nous sommes venus nous enquérir de la situation et de l'évolution des réceptions de graines ici au niveau de Kolda. Donc nous avons trouvé une situation assez satisfaisante, avec une cadence qui est assez bien et sur laquelle nous sommes en train de travailler pour l'améliorer davantage, pour augmenter un peu le niveau de réception. Pour le moment, on ne parle pas de quantité, on parle de cadence. La cadence est assez bonne. Nous sommes certainement sur un seul quart que nous voulons étendre sur un deuxième quart, et ce qui nous permettra peut-être d'ici la fin de la campagne d'atteindre l'objectif pour ce centre de 35 000 tonnes. Quand la campagne a démarré, la Sonacos a débloqué 3 milliards de francs CFA qu'elle a mise à la disposition des opérateurs pour leur permettre de se déployer sur le terrain. Il faut comprendre que la filière est assez bien organisée, avec des points de collecte qui sont distribués par le SENA, qu'ils donnent aux opérateurs qui se déploient au niveau du terrain, qui se déploient au niveau du territoire national et qui collectent les graines qu'ils amènent au niveau de la Sonacos, et la Sonacos les paye Caro-Usine. Donc, connaissance là, dès que la campagne a démarré, nous avons eu écho de paysans qui vendaient leur production à un prix qui est moins que ce que l'État avait fixé, c'est-à-dire les 305 francs par kilo. La Sonacos achète présentement, depuis le début de la campagne, à 335 francs, parce qu'il faut considérer la marge aussi des opérateurs et les motiver davantage. De cela, nous avons en plus de cela donné 3 milliards pour leur permettre de se déployer et d'ouvrir les points de collecte qui sont normalisés. Eladj Ndan Diagne, le directeur général de la Sonacos. Midi 17 minutes, cette information que je découvre en même temps que vous plutôt. Un enseignant du nom de Mohamedou Bamba Souane, victime d'une agression à l'aide d'une machette. À l'aide de machettes dans le village de Lumbi Dobé, c'est dans la commune de Barkedji, un fait survenu dans la nuit du jeudi au vendredi. Il est présentement à l'hôpital Maguetlo de Linguère pour des soins, mais ses collègues soutiennent qu'il a donc de fortes chances de perdre son œil gauche. Les présumés auteurs ne sont pas pour le moment identifiés, mais le collectif des enseignants de Barkedji réclame justice pour leurs collègues. Vous entendrez donc quelques réactions dans nos éditions à venir. Information de notre correspondant Baye Hassan Diaw. Insécurité à Koloban-Tchoban, c'est dans la commune de Morolan. Plusieurs cas de vol de bétail et d'agression enregistrés ces derniers mois sur place. Les populations gagnées par l'inquiétude justifient cette insécurité par le manque d'électricité dans la zone. L'occasion faisant de larron, elles ont posé sur la table d'autres doléances liées notamment au manque d'eau et au manque d'infrastructures sanitaires. Charante Diop. L'insécurité grandissante, vol à main armée, agression, le phénomène est récurrent dans ce village de la commune de Morolan, Koloban-Tchoban. Pape Dia, porte-parole des populations. Parmi les 18 villages que compte la commune de Morolan, seuls Koloban-Tchoban et Tchourouk sont les deux villages à souffrir d'un manque notoire d'électricité, entraînant ainsi une insécurité totale, des vols fréquents et des agressions multiples. Koloban-Tchoban, les populations dénoncent aussi le manque d'infrastructures sanitaires, routières et de l'eau potable. Où réside officiellement en 2021 3500 âmes et nous sommes en 2025. Donc naturellement, le nombre d'habitations a augmenté et le village est situé à 5 km de la ZAC de Thiès. Au vrai sens du terme, parce que nous savons tous que l'accès à l'eau potable est un droit de l'homme et ce liquide précieux est une denrée rare ici à Koloban-Tchoban. Ainsi, la rareté de l'eau va à son tour entraîner une insalubrité dans le village. On nous a construit une case de santé depuis 2023, mais depuis lors, cette case de santé n'a ni d'équipement ni de médicaments. La route qui cause beaucoup de désagréments, surtout avec l'évacuation de nos femmes enceintes, transportées par des charrettes qui
qui même parfois accouchent en cours de route avec l'existence des secousses et des nids de poules. Les habitants de ce village de la commune de Morolan, disent-ils, ont à plusieurs fois adressé des correspondances au sous-préfet de Pambal et au maire de Morolan pour trouver des solutions. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Le gamou annuel de Léona Niassène, CRD préparatoire, le gouverneur de Kaolack et l'ensemble des chefs de service réunis aux côtés des membres du comité d'organisation, l'eau et l'assainissement au cœur des préoccupations. Amadou Mokhtar Watt, le chef de l'exécutif régional, s'est voulu rassurant, mais il a surtout insisté sur l'aspect sécuritaire qui également demeure une préoccupation à Léona et environ. Le gouverneur de Kaolack, Amadou Mokhtar Watt, avec Fatumbo. Avec les membres du comité d'organisation, on vient de tenir le CRD préparatoire de la Ziara de Léona Niassène. Nous avons prêté une oreille attentive à l'ensemble des attentes et doléances déclinées par les membres du comité d'organisation et à l'issue, un certain nombre d'assurances et de garanties ont été données à ces membres dans le sens de la réussite de cette manifestation extrêmement importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que du point de vue sécuritaire, l'ensemble des diligences seront engagées par le commissaire central en rapport avec le commandant du groupement opérationnel de Kaolack. Je parle donc du groupement mobile d'intervention, afin que toutes les mesures soient mises en œuvre pour une bonne sécurisation de l'événement. Et à l'occasion également, on se rendra compte que la sécurité sera davantage renforcée à l'intérieur donc des limites de la commune de Kaolack. Il y aura l'implication de la gendarmerie parce que l'ensemble des axes routiers menant donc à la commune de Kaolack seront également jalonnés par des éléments de la gendarmerie. L'organisation des secours donc sera assurée par le commandant des sapeurs-pompiers. À ce niveau également, des assurances nous ont été données ici. Pour ce qui est de la direction régionale de la santé, elle mettra en œuvre l'ensemble des mesures idoines pour mettre en place des postes médicaux avancés au nombre donc de 4. La seule inquiétude qui a été exprimée ici, c'est par rapport à l'approvisionnement en eau donc du quartier donc de Léona Niassène. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Barthélémy Ngama. Direction le Togo qui envisage justement la possibilité de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Dans un entretien accordé à la chaîne VOA, le ministre des Affaires étrangères du Togo a déclaré que l'adhésion de son pays à l'AES n'était pas impossible. Robert Dussé a même assuré que le peuple togolais soutient fortement l'idée d'une telle adhésion, mais c'est une décision qui revient au président de la République du Togo. Oumou C'est la décision du président de la République, a même ajouté le ministre qui ne doute pas que cette décision soit populaire au Togo. Demandez aux populations togolaises si le Togo veut entrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Elles vous diront oui, déclare ainsi Robert Dussé. Quel serait l'intérêt des pays de l'AES? Ils pourraient s'assurer un accès à la mer, analyse Jeune Afrique, qui rappelle que les 3 pays qui forment l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, gouvernés par des régimes hostiles à la France, ont annoncé en janvier 2024 leur volonté de quitter la CEDEAO, qu'ils jugent instrumentalisée par l'ancienne puissance coloniale. Lors de cette interview à Vox Africa, le ministre Robert Dussé a également estimé que le président Assimi Goïta était une chance pour le Mali, ajoutant l'Afrique est utilisée par les grandes puissances et ce n'est pas normal. 50 migrants ont péri dans un naufrage au large du Maroc. Selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras, la majorité des victimes seraient de nationalité pakistanaise et le bilan humain pourrait être encore plus lourd. Le bateau avait quitté la Mauritanie le 2 janvier dernier dans l'espoir de rallier les îles Canaries. 36 personnes ont été secourues après avoir passé 13 jours en mer dans un état de grande fatigue et de détresse pour certains. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir qui appelle à la retenue. Hier jeudi, la capitale du pays, Juba, a été le théâtre d'une violente manifestation. Elle a ensuite dégénéré en pillage de commerce selon l'AFP. Le calme semble revenir ce vendredi matin. Plus de précisions avec Awambaye. Le bureau du président Salva Kiir a déclaré dans un communiqué, je cite, « Je vous appelle tous à exercer de la retenue et à permettre au gouvernement du Soudan du Sud et du
Soudan de régler cette question. Nous ne devons pas laisser la colère obscurcir notre jugement et les individus qui fuient les violences méritent la protection. Fin de citation. Le calme est donc revenu ce vendredi matin à Djouba où la plupart des commerces sont fermés et où l'armée et la police sont déployés aux principales intersections. Un couvre-feu nocturne est d'ailleurs annoncé par la police après les pillages dans cette ville. Hier, une manifestation avait été organisée à Djouba pour protester contre des informations faisant état du meurtre récent de 29 citoyens sud-soudanais à Wad Madani dans l'état d'Al Jazeera au Soudan voisin en proie à la guerre. Le rassemblement a dégénéré en pillage de commerce appartenant à des Soudanais et la police a tiré jeudi soir des coups de feu pour disperser les manifestants et il n'y a pas de victimes selon l'AFP. Au Soudan voisin, le conflit est devenu encore plus dangereux pour les civils, a déclaré le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Cela fait suite à la mort de plus d'une douzaine de personnes dans des attaques à caractère ethnique contre des groupes minoritaires dans l'état d'Al Jazeera. Volker Turk ajoute sur son compte X que dans cette guerre qui oppose l'armée aux paramilitaires depuis avril 2023, il existe des preuves de crimes de guerre et d'autres atrocités. Trêve à Gaza, Anna Rocha, la libération d'otages est prévue le 19 janvier prochain. Les services du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont annoncé ce vendredi que la libération des otages devrait commencer dimanche, dans 12 jours donc, et c'est ce qui est prévu dans la première phase de l'accord de cessez-le-feu signé entre Israël et le Hamas. Merci beaucoup Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Au lendemain de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, débat sur l'indépendance de la justice dans la rubrique Point de vue. Rendez-vous tout à l'heure donc avec nos deux intervenants. Nous serons avec le professeur Papa Ogosek, président de l'association des juristes sénégalais, et Babacar Ba, président du Forum du justiciable, membre de la société civile. RFM Sport. Le sport, Malal Diagne Junior. Bonjour Malal. Bonjour Barthélémy. Et on commence avec la Ligue 1. Avec le football au niveau local, la Ligue 1 sénégalaise qui va donc connaître sa 11e journée. Une Ligue 1 donc qui démarre demain samedi avec à Rufisque Ngalandou Diouf au stade là-bas. Agel contre Dakar Sacré-Cœur dimanche au stade municipal de Ngor, Wakam contre l'AS Pikine. À Ziguinchor, à l'Institut Diatta, le Casa Sport reçoit l'équipe de Teungueth FC qui vient de virer son entraîneur après les 32e de finale. À Elimanel Fall, à Diourbel, Sonacos fera face à l'équipe de Diamono Fatick. La suite est prévue lundi pour le compte de la Ligue 2 également. On aura les rencontres Snaps Excellence contre Djambar. La suite est prévue dimanche avec AS Saloum contre Thiès, Stade de Mbour contre AS Saloum. Amitié FC contre l'équipe de l'AS Douane, Djambour joue contre Kaffrine. Étoile Lusitana face à RS Yoff, le Duc jouera contre l'équipe de Essamay et enfin Bombay défiera l'équipe de Nyari Tali. On parle de la Coupe de la Confédération africaine. Le Giraffe de Dakar qui joue dimanche prochain est arrivé à Alger ce matin très tôt. Les Verts et Blancs ont quitté Dakar hier pour aller jouer la dernière journée de la phase de poule face à l'équipe de l'ASM Alger. Objectif, ramener au minimum 1 point pour valider la qualification pour le prochain tour de cette Coupe de la Confédération africaine. Mais face à l'équipe algérienne, la mission s'annonce difficile, d'autant plus que tout est hostile pour les équipes visiteuses en Algérie. Abdoulaye Cham, président de l'ANPS, analyse les chances et nous dicte la conduite que le Giraffe doit avoir pour revenir avec le point de la qualif. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est un match extrêmement important pour le Giraffe de Dakar, qui n'a besoin que d'un petit point pour pouvoir composter son ticket pour la phase suivante, extrêmement importante pour le football sénégalais. Donc, il ne faut pas partir avec jouer avec le frein à main. Ce serait une mauvaise idée. Il faut avoir l'ambition de remporter cette rencontre parce qu'il n'y a qu'un seul résultat qui serait très négatif pour le Giraffe de Dakar, c'est-à-dire une défaite. Donc, si vous partez avec l'ambition de gagner, si vous gagnez tant mieux. Si vous faites un match nul,
pas de souci, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est l'ASEC Mimosa qui n'a plus les destins entre ses mains. Il lui faut non seulement gagner à Abidjan, mais aussi espérer que l'USM batte le Jaraaf de Dakar. Donc, compte tenu de ce qui s'est passé à Dakar, ça va certainement impacter aussi psychologiquement sur le match. On connaît très bien les Algériens, on connaît le football algérien, ce sera dans un chaudron. J'ose espérer tout simplement que l'équipe du Jaraaf reviendra avec ce petit point qui est extrêmement important pour le football, pour le football sénégalais. Donc, il faut que les joueurs soient armés psychologiquement, armés de patience, jouer en ayant l'ambition de remporter cette rencontre et à défaut prendre un petit point. Voilà, et du basketball à présent, Malal. Pour finir avec la deuxième journée du championnat national, d'abord au programme chez les hommes, ce vendredi, Mermoz jouera face à l'équipe de BOP. Dans l'autre poule, US Parcelles Assainies joue contre la RSIO fait chez les dames. Demain, samedi, Mbour contre Pikine Basket à Ziguinchor, CMT contre l'équipe de Flying Star. La suite est prévue dimanche avec Amalus Ndiaye Asfo contre l'AS Ville de Dakar. Guédiawaye Basket jouera contre Debalok. Samedi également, dans notre poule, on aura UCAD donc face au Duc. Ça, c'est un choc entre les équipes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et BOP jouera contre le Jaraaf. La suite et fin de cette deuxième journée, tant chez les garçons que chez les filles, est prévue dimanche, Barthélémy. Merci beaucoup, Malal Diane Junior. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Affaire Farbangom, la paire dit non à la liquidation politique. Si je dois aller en prison, eh bien j'irai dignement purger ma peine, mais je ne périrai pas. L'histoire retiendra. Ousmane Sonko, qui s'agite pour me mettre en prison, n'a pas compris le message de Dieu à travers l'élection de Diomaye. Je sortirai vainqueur de ce combat contre l'ennemi. En route vers Beurs, le griot de Macky Sall défie le Premier ministre et s'adresse aux populations. Le journal Le Quotidien parle de mise en garde sérieuse de Farbangom à Diomaye et Sonko. La résolution de la paire est des amis de Farba. Celui qui s'attaque à Farba s'attaque à la paire, au Sénégal et au Fouta dans sa chair, écrit Point Actu. Farbangom en mode de résistance apérisse et allié en bouclier bûcheron Vox Populi. À quelques heures de la levée de son immunité parlementaire, le député de Agnam se braque, écrit sur ça. Maître Aïssata Tall Sall en mode défenseur de Farbangom. Dans le journal Tribune, Aïssata Tall Sall dit: ils nous trouveront debout pour mener la résistance contre le mensonge et la loi du plus fort. Pour ce combat, ils n'ont qu'à être courageux, avertit encore. Mais Maître Aïssata Tall Sall qui dit que les avocats ne céderont rien, on ne sera pas dans la compromission, a-t-elle encore soutenu. Le journal NAS relève que la paire a fini de battre le rappel des troupes de Bendo. Et Maître Sidiki Kaba a transmis le message de soutien du président Macky Sall, message de gomme et de courage à son griot. Commentaire de Serine Saliou Yagne dans le journal Le Quotidien. On a beau jouer l'accord d'une nécessaire reddition des comptes avec tout le zèle populiste qui va avec, ça ne ménagera pas pour autant l'État sénégalais et l'actuel gouvernement de ses rôles d'opérateur économique et social ainsi que de sa mission distributive voire redistributive. Les régimes des présidents Wade et Sall qui avaient à leur aurore voulu blanchir les prêts d'un État répressif à outrance avec une justice qui aurait réponse à tout ont fini par se raviser. Il faudra à un moment répondre aux problèmes de l'heure qui sont économiques. On aura beau tourner autour du pot, cette réalité rattrapera forcément tous les pays. Certes, c'est un bon os à ronger pour tout un peuple en attendant que du pain et de l'ouvrage viennent répondre aux aspirations partagées. Le commentateur le poursuit. Le tableau de la cérémonie de rentrée des cours et tribunaux d'hier mérite un regard curieux et taquin. Après tout, c'est en France que la première présidente de la Cour de cassation ainsi que le procureur général auront été absents à l'intronisation du président de la République qui reste le garant de leur indépendance. Au Sénégal, nos magistrats auront su partager une assemblée avec des gens qui, par la force et le charme de la démocratie, ont aujourd'hui les pleins pouvoirs. Toutefois, on ne cherchera pas loin pour trouver des livres d'insultes et des chapelets de vœux malicieux à l'encontre de ceux qui incarnent la justice, par ceux qui doivent garder les armoiries de notre République. La vie est un fleuve au cours tortueux. On peut s'amuser à regarder certaines réactions plus ou moins gênées tout le long de la cérémonie d'hier. C'est dur de devoir aimer quand on a eu à haïr et médire par ignorance. Le président de la République dit vouloir une justice
humaine est rendue au nom de chaque Sénégalais, eh bien, le commentateur dit, je le prends au mot, la vie judiciaire des prochains mois suffira comme juge pour sa conscience et la sincérité de son vœu. Fin de citation. Justement, la rentrée solennelle des cours et tribunaux et le plaidoyer de Bassirou Diomaye Faye, chaque juge, dit-il, dans l'intimité de sa conscience, doit toujours interroger son propre rapport à l'éthique et à la vérité, dire le droit sans céder à l'injustice. Les justiciables doivent sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument utilisé contre des citoyens. Là, ce qui semble le prendre au mot, dit que la justice a fait face au miroir de Diomaye Faye. Pour Sud Quotidien, la justice était hier à mode diagnostic. Enquête parle de NEP dans la justice. Pendant ce temps, l'économie continue d'être morose. Le port autonome de Dakar, dans le creux de la vague, relève le journal Le Quotidien. Parallèlement, les boulangers appellent à l'aide. L'industrie de la boulangerie est en crise, avertit Amadou Gaye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. Dans l'info, à ce jour, plus de 67 boulangeries ont fermé. Les boulangers interpellent le gouvernement. À lire dans le journal L'Info. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Au lendemain de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, débat sur l'indépendance de la justice dans la rubrique Point de vue. Nous sommes avec le professeur Papa Ogosek. Professeur, bonjour. Oui, bonjour Barthélémy, bonjour. Merci, vous êtes le président de l'association des juristes sénégalais. Notre deuxième intervenant, Babacar Ba. Bonjour, monsieur Ba. Bonjour, Barthélémy Ngom. Président du Forum des justiciables, membre de la société civile. Nous parlons bien sûr de la problématique liée à l'indépendance de la justice au lendemain de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, cérémonie présidée par le chef de l'État, le président du Conseil supérieur de la magistrature. La parole d'abord à vous, professeur Papa Ogosek, président de l'association des juristes sénégalaises. La justice des juristes sénégalais plutôt, la justice sénégalaise qui est perçue par une large majorité comme étant non indépendante. Avez-vous cette perception, professeur? Oui, merci beaucoup Barthélémy pour cette invitation et je salue mon interlocuteur, M. Ba. Et donc, je voulais dire à ce propos qu'en 2017 déjà, on avait fait une étude dans un livre intitulé La modernisation de la justice, une perception manifeste. Et on avait traité de la question de l'indépendance de la justice. Mais ce qui a été retenu à l'issue de ces enquêtes, qui a été faites sous l'autorité de l'IGAJ, l'inspecteur général de la justice, était que, en fait, la justice, dans son ensemble, est conçue comme un vaste système, avec des acteurs. Maintenant, sur le plan constitutionnel, il est clair que le juge est indépendant, puisqu'il n'a d'autorité que la loi. Mais si le juge est indépendant, il n'est pas aussi évident de dire que la justice est indépendante. Maintenant, un juge qui veut être indépendant, il est, parce que la Constitution le lui permet, et il a toutes les prérogatives pour cela. Oui, mais au vu de ce qui se passe, on a l'impression qu'il y a une mainmise de l'exécutif sur le judiciaire. Le président de la République, qui préside toujours le Conseil supérieur de la magistrature, lui-même président de la République qui a sous son autorité le garde des Sceaux, et le garde des Sceaux également qui peut influencer sur le parquet. Là, c'est une chaîne qui peut, à la limite, recoupe cette perception. Moi, je pense qu'il y a quand même nécessité de rappeler le principe de convergence constitutionnelle qui a déjà été posé en 1999 à Lomé et qui demande à tous les États de respecter ces principes. Ils sont déclarés comme étant des principes supérieurs. Et parmi ces principes, il y a la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, qui est un principe important dans le fonctionnement des États. Et donc, du point de vue théorique, le principe, il est là, il existe. Maintenant, c'est dans la pratique que peut-être on peut faire des critiques ou des observations parce que souvent dans nos pays africains, les gouvernements ont tendance à s'initier à tout, quoi, c'est-à-dire à pouvoir gérer beaucoup de choses. Alors, la chose qu'il faudrait faire, c'est peut-être d'abord faire appliquer les réformes et les recommandations qui ont été posées dans ces études-là et parmi d'autres encore, notamment les assises dont nous allons parler tout à l'heure,
faire en sorte que, déjà quand vous regardez les emblèmes des tribunaux, vous voyez marqué ministère de la Justice. Si vous allez à Thiès, vous passez de... Alors ça, déjà, ça pose problème, ça faisait partie de nos recommandations. Ça veut dire que la justice dépend directement du ministère. En fait, ce qui apparaît au niveau des emblèmes des palais de justice. Vous regardez la cour d'appel de Thiès, quand vous passez, il est marqué ministère de la Justice, ensuite cour d'appel. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Et donc, on est juge de la République, on ne dépend pas d'un ministère, mais on dépend de la République. D'accord. Un juge de la République, c'est comme un ministre de la République. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur Pape Ogosek. Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, vous avez énormément parlé sur cette question liée à cette problématique, l'indépendance de la justice. On en parle, séparation des pouvoirs, c'est dans la théorie, on a l'impression. Indépendance de la justice également, on pose le débat ad vitam aeternam, tutti quanti. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un pas en avant qui a été franchi vers l'indépendance de la justice? Alors, Bart, merci encore pour cette invitation. Donc, je salue également le professeur Ogo et tous les auditeurs de la RFM. Bart, vous savez, la question de la justice, la question de l'indépendance de la justice, vous en conviendrez avec moi que c'est une question qui revient souvent. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi la question est souvent posée. Moi, je pense que si la question revient souvent, c'est parce que, Barthélemy, il n'existe au monde aucun système judiciaire qui est parfait. La justice, elle est mise en œuvre par des êtres humains. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, oui, mais sauf que là, au Sénégal, au Sénégal, le problème est, on a l'impression qu'il y a en quelque sorte une instrumentalisation de la justice, l'utilisation du pouvoir pour un peu maîtriser son opposition. Oui, parce que Bart, il faudrait que les gens comprennent également que aujourd'hui, les acteurs politiques également en ont une part de responsabilité. Il faudrait également que les acteurs politiques et de tous bords, que ce soit vous êtes dans l'opposition ou bien que vous êtes dans la mouvance présidentielle, que ces acteurs politiques s'abstiennent aujourd'hui de tenir des propos ou bien des déclarations qui pourraient donner l'impression, je dis bien qui pourraient donner l'impression que la justice est aiguillonnée, que la justice est orientée, que les acteurs politiques ne doivent pas, moi je pense que les acteurs politiques ne doivent pas s'immiscer dans le fonctionnement de la justice. La séparation, le professeur il a dit tout à l'heure, la séparation des pouvoirs doit être observée. La séparation des pouvoirs doit être quelque chose d'effectif. Certaines déclarations tenues, en tout cas par des acteurs politiques, peuvent aujourd'hui décrédibiliser le travail de la justice. Regardez présentement le cas d'espèce, le rapprochement que certains sont en train de faire sur le travail du pôle judiciaire financier et la déclaration tenue par le Premier ministre sur le député Farba Ngom lors de son déplacement sur Agnam. Vous savez, parce qu'il y a certaines déclarations qui aujourd'hui tentent de décrédibiliser la justice. Maintenant, comme je le disais tantôt, il y a eu des manquements. Il y a des manquements liés à une indépendance effective de la justice, mais également des manquements liés à une bonne administration de la justice. D'ailleurs, c'est pourquoi, de temps en temps, on initie des réformes pour pallier à ces manquements-là. Et le système judiciaire sénégalais n'est pas à l'abri de ces défiances. Moi, je pense que c'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue des assises de la justice qui ont été organisées récemment par le chef de l'État. Donc, je pense qu'il y a des manquements et aujourd'hui, nous sommes heureux d'entendre... Oui, mais dans le fond, est-ce que ces assises ont servi à quelque chose aussi? Bon, écoute, moi je pense que j'ai participé à ces assises-là et d'importantes conclusions se sont dégagées de ces assises. Aujourd'hui, nous avons proposé d'aller vers la mise en place d'un juge de la détention et des libertés, mais également essayer de mettre l'accent sur les peines préventives, renforcer l'indépendance du parquet, supprimer les retours de parquet. Ça, je pense que c'est des questions. Si on les règle, on pourra régler une bonne partie des problèmes liés à la justice. Maintenant, il faut qu'on aille très rapidement vers la mise en œuvre de ces réformes. Parce que ce n'est pas la première fois, le professeur il l'a dit, ce n'est pas la première fois que des assises de la justice ou bien des concertations sont organisées. Avant ce régime, il y a eu
des concertations. Moi, je me souviens de la dernière concertation, d'ailleurs, qui a été présidée par l'éminent professeur Jacob Ndiaye, où des conclusions importantes se sont dégagées de ces assises-là. Mais bon, jusqu'au moment où je parle, ces conclusions n'ont pas été appliquées. Nous, on n'a pas un problème. Oui, c'est ça aussi, parce que parfois on organise des concertations, on tire des conclusions, mais l'application pose problème. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, à la sortie de ces assises de la justice, initiées par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, au lendemain, nous avions proposé de mettre sur place un comité de suivi pour s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre de ces réformes. C'est parce que lui-même, le chef de l'État, il l'a annoncé hier, en marge de la rentrée solennelle, il a annoncé la mise en place d'un comité pour le suivi et l'application des recommandations issues des concertations sur la justice. Parce que le président, il est conscient effectivement qu'il y a des problèmes au niveau de la justice. Parce que hier, lors de la rentrée solennelle des cours de tribunaux, le président, il a tenu un discours ou bien il a fait une déclaration qui m'a vraiment plu. C'est quand il dit qu'aujourd'hui, nous voulons une justice contre l'arbitraire, mais pas une justice comme un instrument d'arbitraire. Donc, parce que là, il est conscient effectivement qu'il y a des problèmes au niveau de la justice. Donc, aujourd'hui, encore une fois de plus, on a mobilisé l'expertise qu'il faut, on a tenu des assises où il y a pratiquement la participation de tous les acteurs de la justice, les magistrats, les notaires, les huissiers, mais également les citoyens ont participé à ces assises. Et on a eu d'importantes conclusions. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État s'efforce, il faudrait que le ministre de la Justice, effectivement, qu'on y mette les moyens, la volonté qu'il faut. Parce que parfois également, Bart, moi je pense que c'est une question de volonté politique. De volonté politique. Justement, c'est là où j'allais interpeller, justement, Babacar Ba, je reviens à vous tout à l'heure, c'est là où j'allais interpeller le professeur Ogosek. Professeur, est-ce que ce n'est pas maintenant un manque de volonté politique? Parce que des concertations sur la justice, c'est pas la première fois qu'on les organise au Sénégal. Il y a eu plusieurs concertations, plusieurs réformes, mais à l'arrivée, pas appliquées. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie? C'est un manque de volonté politique? Oui, on dit souvent que quand on est au pouvoir, on est pour l'ordre, le maintien du statu quo. Et une fois qu'on est assis au pouvoir, on a pas envie de réformer en quelque sorte. Et c'est pour ça que nous avions proposé, au lieu de réformer, de modernisation. Parce que c'était justement ça le problème au niveau des assises. On a dit réforme et modernisation. Et moi, très tôt, j'avais posé la question de savoir est-ce que nous voulons moderniser ou est-ce que nous voulons réformer. Mais jusqu'à présent, la question elle est là. Alors, maintenant, il y a des décisions qui ont été prises lors de ces assises et auxquelles nous avons aussi également participé. Et je crois qu'il y a des incidents financiers parfois qui ont été invoqués. Il y a aussi la question de l'Assemblée nationale, parce que concernant la réforme du code pénal, il y a des mesures qui ont été proposées avec l'introduction du juge des libertés, comme le disait M. Ba tout à l'heure. Et il y a beaucoup de décisions qui interpellent l'Assemblée. Donc, tant que les parlementaires, tant que la société civile, les citoyens ne réclameront pas la mise en œuvre de ces décisions, une fois qu'on est assis, comme je le disais tout à l'heure, on n'a plus envie de réformer. Donc ça va se faire sous la pression des citoyens, sous la pression du Parlement, pour que justement les décisions politiques puissent être prises. Et nous attendons beaucoup aujourd'hui de l'Assemblée nationale qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle prenne l'initiative aussi de mettre en œuvre un certain nombre de propositions de loi afin que les conclusions des assises puissent aboutir. Parce qu'on attendait la mise en place effectivement de la nouvelle Assemblée, ce qui est fait. Mais il appartiendra aux nouveaux députés de faire des propositions de loi à défaut de projets de loi émanant du gouvernement. D'accord. Merci beaucoup, professeur Ogosek. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Babacar Ba, le chantier, semble-t-il, est encore immense. Pour en arriver donc à une totale indépendance de la justice, même si on sait que totale indépendance, c'est entre guillemets. Que doivent faire les autorités, les nouvelles autorités, primo? Bon, moi je pense que, Bart, la première chose à faire, c'est d'aller vers la mise en œuvre de ces réformes qui sont vraiment capitales.
On a tenu des assises de la justice et je peux vous dire, Bart, il y a eu des mesures importantes qui ont été prises lors de ces assises de la justice. Et le ministre de la Justice, M. Ousmane Diagne, en est conscient. Moi, je pense que le ministre de la Justice, qui est un acteur de la justice, est conscient des enjeux. Et je sais qu'il fera de son mieux pour qu'on applique les réformes de la justice. La question de l'indépendance de la justice est liée à plusieurs points. Allô? Oh là là, Babacar qui nous quitte brusquement. De toute façon, je pense que l'essentiel a été dit. Babacar Ba, président du Forum des justiciables, membre de la société civile, merci. Sa communication a été interrompue à cause des problèmes de liaison, bien sûr. Merci également au professeur Ogosek, président de l'association des juristes sénégalais. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Au micro, c'était Barthélémy Ngom Kaderlo à la technique réalisation Ndiogou Diène. Il sera là dans moins de 10 minutes, chef d'édition Awambaï. Merci de votre fidélité sur la radio Futur Média.